Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire concernant l'obligation de formation des 16-18 ans. On va le co-animer aujourd'hui avec Geneviève Saint-Huile, qui est présente à mes côtés, où on va démarrer rapidement ce webinaire avec une intervention de Madame Manuel Martin, si Madame Manuel Martin est en ligne logiquement, et avec Monsieur Bouffange, Serge Bouffange à la suite. Est-ce que Madame Manuel Martin est présente à nos côtés? Bonjour, bonjour à tous. Très heureuse de vous rejoindre à l'occasion de ce webinaire. Je voudrais évidemment vous remercier et saluer Pascal Minch et remercier les personnes qui sont à vos côtés pour l'organisation de ce webinaire. Je crois que l'objectif autour du projet de cartographie régionale des solutions de remédiation pour les 16-29 ans décrocheurs scolaires ou en rupture est pour nous très important et il s'inscrit complètement dans notre feuille de route de proche orientation qui, vous le savez, s'adresse aux scolaires mais aussi aux jeunes en rupture de parcours et notamment avec un projet de coordination des solutions pour les jeunes. Alors notre mission à la région des Hauts-de-France Proche Orientation qui s'inscrit dans le pôle éducation et avenir des jeunes de la région a lancé justement cette projet de coordination en 2023 qui est financé par des fonds européens avec des enjeux qui sont très clairs et qu'il me semble important de vous rappeler aujourd'hui au regard de tous les acteurs qui sont autour de ce webinaire. D'abord, permettre aux acteurs de s'identifier et de se connaître. C'est important parce qu'on est nombreux à participer dans ce domaine pour évidemment collaborer efficacement avec des enjeux pour les acteurs de terrain, mais aussi des enjeux pour les collectivités, comme le développement de bonnes pratiques ou la fluidification des échanges. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous connaissez tout cela par cœur. On s'inscrit évidemment dans un cadre légal qu'il est aussi important de rappeler avec notamment la loi du 5 mars qui est relative à la formation professionnelle et qui nous rappelle l'importance du lien que nous devons avoir avec tous les acteurs et notamment les autorités académiques. Et puis on a nos jeunes évidemment, et c'est pour cela qu'on est tous mobilisés, qui sont sans solution et qui comportent une variété de profils, et il est important de pouvoir y répondre. On a évidemment des jeunes qui ont quitté leur parcours de formation sans l'obtention d'un diplôme dans l'année précédente, et c'est évidemment ce que l'éducation nationale, elle, suit comme pour nos jeunes, mais on a aussi des jeunes qui sont non diplômés ou diplômés sans emploi, et ceux-là, on les appelle nos fameux invisibles, le NEET dans notre jargon, et donc c'est cette cartographie qui pourra pouvoir cibler ces jeunes de 16 à 29 ans qui sont en situation de rupture de parcours résidant en Hauts-de-France. On aura une entrée spécifique dédiée aux 16-18 ans qui sera prévue dans cette cartographie et qui tout permettra de contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de formation. Un beau programme que je voudrais une fois de plus mettre en avant au travers de mes propos introductifs, mais surtout remercier tous les contributeurs à ce beau programme. Je vous remercie. Madame la vice-présidente, merci beaucoup. Merci pour vos propos introductifs. Merci à vous en tout cas. On donne la parole maintenant à Monsieur Serge Bouffange, qui est commissaire à la lutte contre la pauvreté en préfecture de région. Monsieur Bouffange. Merci, Monsieur Minch. Madame la vice-présidente, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin au regard de l'importance sociale de ce que vous portez, de l'action que vous portez. Je souhaite remercier bien évidemment la collectivité régionale et les collègues de la région académique pour l'organisation de ce webinaire. Alors, nous avons dans la région environ 17 000 jeunes chaque année qui relèvent de l'obligation de formation pour les 16-18 ans. Et il est important que chacun de ces jeunes, non seulement tous, mais chacun, puisque ce sont des histoires individuelles aussi qui se racontent et qui sont à faire avancer d'une belle façon, que chacun de ces jeunes trouve des solutions. C'est vraiment l'affaire de tous, d'où l'importance que vous soyez nombreux ce matin pour ce premier webinaire organisé. Il s'agit de trouver des solutions à la fois de retour à l'école et d'accès vers la qualification et l'emploi. C'est ça depuis la rentrée 2020, l'obligation de formation pour les 16-18 ans, d'une façon équilibrée,
Et c'est dans cette recherche d'équilibre que pendant 7 mois, nous avons, avec les collègues de la région, avec les collègues du rectorat de région académique, mais aussi avec la REFI, avec l'AFPA, avec des conseils départementaux, conduit un groupe de travail qui s'inscrivait dans le comité régional pour l'emploi, donc au titre du quadripartisme, qui est important pour que l'on trouve des solutions efficaces qui mènent à l'emploi. Et pendant ces 7 mois, pendant tous les travaux qui ont été animés par chacun des participants, une quarantaine, est ressorti l'importance, le caractère central des plateformes de soutien et d'appui aux décrocheurs que vous représentez, et en même temps la multiplicité des solutions. Donc vous verrez cette cartographie qui est extrêmement intéressante, assurée par la région, comme l'indiquait Madame Martin, et qui permet au PSAD de jouer parfaitement leur rôle, recenser, prendre contact, renforcer les coopérations. Donc nous sommes bien là dans un outillage qui doit vous servir. Alors ce groupe de travail, il a aussi fait ressortir spontanément de la part des participants l'importance de renforcer tous les liens qui existent entre tous les acteurs. Et c'est aussi l'un des rôles, l'un des objectifs du webinaire de ce matin. Donc de cela, je me réjouis. On a une problématique partout, en tout lieu d'animation. C'est vrai pour l'obligation de formation, c'est vrai pour tous les pans de l'action publique. Et toutes les initiatives sont extrêmement bienvenues pour y arriver. Et on a aussi un enjeu de resserrement des conventionnements, qui sont les engagements institutionnels dans lesquels peuvent s'inscrire ensuite les actions. Voilà, pour l'essentiel, vous êtes vraiment avec l'action des plateformes, le fer de lance des solutions qui peuvent être trouvées pour ces jeunes. Et donc, merci pour votre mobilisation et pour votre action auprès d'eux. Monsieur Bouffange, merci beaucoup. Un petit rappel technique après ces propos introductifs. Bon, vous êtes très nombreux à être inscrits ce matin, environ 250. Bon, on verra bien qui sera présent ou pas, mais de toute façon, vous verrez que dans le chat, il y aura des insertions qui se feront au fur et à mesure avec des liens directs sur Internet. Vous pourrez réagir directement en posant des questions. Il y a des collègues qui sont en back-office pour justement essayer d'y répondre. De toute façon, en fonction des questions, on essaiera de prendre un petit peu de temps à la fin de ce webinaire pour y répondre. Et une foire aux questions sera établie avec l'ensemble des questions posées. On y répondra un peu plus tard. Comme ce webinaire qui est enregistré, il vous sera envoyé, le lien sera envoyé à chacun, chacune, présent ou pas, ce matin. On poursuit ensuite le rappel rapide de l'objectif de ce jour. C'est l'obligation de formation des 16-18 ans, une mission au cœur des territoires, un rappel de la mesure de le rôle des PSAD, les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, un témoignage, une présentation de la cartographie régionale, tout à la fin de ce webinaire. Alors maintenant, c'est à ma collègue Geneviève qui est avec nous ici, donc qui est déléguée de région académique Hauts-de-France à la formation et l'orientation, notre DRAIO. C'est à toi. Merci beaucoup Pascal, donc directeur de la mission Proche Orientation. Donc voilà, je suis très heureuse de vous accueillir effectivement ce matin également au nom de Madame la rectrice de région académique Sophie Béjean dans ce webinaire autour des plateformes, des PSAD, comme on dit, des plateformes de suivi d'appui aux décrocheurs. Alors, comme on l'a un peu annoncé, ce cycle de webinaire est né d'un constat partagé par l'ensemble des partenaires qui sont mobilisés dans le champ de l'obligation de formation et de la prévention du décrochage. Il nous a semblé utile de réaffirmer, au travers de ce constat, l'accompagnement du fonctionnement partenarial des PSAD, des plateformes de suivi d'appui aux décrocheurs, dans un contexte quand même qui est marqué par une évolution des dispositifs, des outils. On va avoir la cartographie des acteurs qui interviennent auprès des jeunes depuis la mise en œuvre de l'obligation de formation, la mise en œuvre qui est donc en 2020. Donc cette obligation de formation, elle est aussi réaffirmée dans le plan gouvernemental pour l'accès des jeunes à l'emploi, l'emploi futur, comme une mesure essentielle pour sécuriser le parcours des élèves, ce qu'on cherche à faire évidemment bien en amont dans l'éducation nationale au travers de tous nos dispositifs.
Alors, quelques chiffres peut-être pour se dire, on en a déjà énoncé quelques-uns, mais peut-être au travers du dernier bilan qui a été fait par le C2RP en janvier, ce qu'on voit, c'est que dans notre territoire, on a 85% des jeunes concernés par l'OEV, par l'obligation de formation, pardon, dans les Hauts-de-France, qui respectent l'obligation de formation. Bon, tant mieux, c'est déjà une bonne chose. Ceci dit, dans ceux-là, 50% sont en formation sous statut scolaire ou d'apprenti, à peu près, hein, je vous épargne les virgules et les chiffres. 40% sont accompagnés dans leur projet, soit par des psychologues de l'éducation nationale dans un centre d'information d'orientation ou par les enseignants coordonnateurs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Un peu plus de 10%, un peu plus quand même, presque 13, donc c'est parce que j'ai arrondi, d'entre eux sont accompagnés et ils sont en tout cas ont un accompagnement renforcé par les missions locales, et on passera la parole après à la directrice régionale. Donc ce travail partenarial, il prend tout son sens au bénéfice effectivement de ces jeunes, mais surtout il est essentiel pour les 15% d'entre eux qui sont encore, vous l'avez dit, à contacter ou sans solution. Je crois que c'est Manuel Martin qui nous l'a rappelé. Alors, évidemment, Monsieur Bouffin, je vous l'avais dit, les échanges qui ont été engagés autour du groupe de travail dans le cadre du corps ont conduit cette volonté vraiment de réaffirmer le rôle des plateformes de suivi d'appui au décrochage et de redonner finalement une impulsion, un cadre lisible, partagé, peut-être encore plus opérationnel à l'action collective qu'on reconnaît déjà sur les territoires. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce cycle de webinaire est donc triple. Rappeler le cadre d'intervention et le rôle de chacun. On aura aussi des témoignages. Partager et diffuser la cartographie, je crois qu'on en a déjà parlé. Actualiser, et ça c'est vraiment le fruit d'un travail partenarial. Construire évidemment collectivement un guide de bonne pratique, parce que c'est toujours utile d'aller repérer ce qui se fait de bien dans un territoire et de pouvoir en bénéficier. On gagne du temps et tant mieux pour les jeunes. Donc, notre idée, en tout cas, c'est de bien valoriser les initiatives qui se font sur le territoire, de les porter de telle sorte que ça conduise à ce que nos jeunes puissent être qualifiés et s'insérer dans la vie professionnelle. Donc, rapidement, ce webinaire, c'est une première étape dans la démarche régionale. Il vise à assurer le bon fonctionnement de notre partenariat dans le cadre, et on reviendra notamment dans le cadre de l'obligation de formation sur les missions des différents acteurs, et puis sur l'enquête qui a été conduite par la délégation de région académique des Hauts-de-France à l'information et l'orientation et la REFI avec les missions locales. Voilà, donc on est là pour essayer de partager un diagnostic commun. Vous remercier aussi déjà de l'implication dans ces PSAD, et puis identifier, parce qu'on aime bien progresser, les leviers d'amélioration du fonctionnement partenarial. Voilà, Pascal, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Bon, je crois que vous avez eu là quand même un petit rappel de tout ce qui concernait l'obligation de formation des 16-18 ans. Vous voyez bien que c'est quand même un sujet central. On disait tout à l'heure que c'était au cœur de notre réflexion, et c'est l'objet aussi de ce premier webinaire, parce qu'il y en aura deux qui viendront à la suite. Un en novembre qui sera justement prévu pour un travail collaboratif autour des bonnes pratiques. L'objet, on en reparlera, vous entendrez tout à l'heure les différents témoignages aussi sur de l'essaimage, la connaissance des uns des autres, et un deuxième webinaire qui aura lieu, lui, sûrement en janvier, pour une restitution de ce travail collectif, collaboratif, peut-être au sein de la région. Nous verrons bien comment on le fera. Un grand merci à toi, Geneviève. On va maintenant accueillir avec nous Madame Najia Briti, qui vous parlera un petit peu de son rôle, qui est directrice générale de l'AREFI. Le temps de changer la vignette afin qu'elle puisse être visible. Merci beaucoup. Donc, vous voyez qu'ici, on est vraiment sur un échange de pratiques, de connaissances, où chacun rappelle un peu son rôle et ce qui est l'objet de toute façon. L'objet de ce webinaire, je le rappelle, la connaissance de chacun. On parle des PSAD, bien évidemment. Le temps que Mme Najabriki s'installe, merci à vous. Merci de nous avoir rejoints, Mme Najabriki, directrice générale de la REFI. Bonjour à tous. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors, je m'inscris évidemment dans la continuité des propos de Geneviève Saint-Huil, parce qu'effectivement, l'obligation de formation, c'est un vaste sujet que je connais pour venir moi-même de la politique publique éducative. Et il est porteur de plusieurs promesses, dont celle de la sécurisation évidemment du parcours des jeunes en premier lieu, mais aussi celle d'une complémentarité de l'action publique voilà, qui est illustrée ici même en ce moment. Alors, je vais faire un certain nombre de constats
Et le premier, c'était qu'avant la loi de 2019, il y avait un constat assez alarmant quand même, qui était que 17% des jeunes se retrouvaient sans qualification à la sortie du système scolaire. Les Hauts-de-France étaient identifiés à cette époque comme la première région métropolitaine en nombre de NEET de 16-17 ans. Donc, en fait, l'obligation de formation a aussi été pensée dans la région comme un outil de repérage et de remobilisation qui impliquait d'emblée la responsabilité de plusieurs acteurs. Et ces acteurs, en fait, l'État a considéré à juste titre qu'aucun d'entre eux ne pouvait assurer seul la responsabilité de sécuriser le parcours des jeunes. Et donc, on a évidemment un enjeu institutionnel très fort à ce sujet-là, puisque le gouvernement a choisi de s'appuyer sur les missions locales, qui étaient historiquement connus pour être les acteurs spécialisés de l'accompagnement des jeunes les plus éloignés de l'institution. Et de ce point de vue-là, on a tout intérêt à s'arrêter une seconde sur le maillage des missions locales dans les Hauts-de-France, parce que les missions locales sont au nombre de 42 dans les 5 départements de la région, mais surtout, elles offrent 681 permanences sur tout le territoire, selon une configuration évidemment assez héritée de l'histoire, qui nous fait valoir une proximité de capacité et une proximité de couverture. Parce que, évidemment, l'héritage industriel fait que nous avons des zones avec une plus forte densité de population, et puis des territoires ruraux, où l'accessibilité est favorisée par le nombre d'antennes et les lieux de permanence. Un chiffre encore, les missions locales accueillaient 6,6% de mineurs concernés par l'obligation de formation en 2020, donc à la mise en œuvre de la mesure, 7 900 mineurs. Aujourd'hui, elles en accueillent près de 17%, soit 18 000. Le chiffre a été multiplié par 3 en 5 ans, ce qui, quelque part, est plutôt un gage de, entre guillemets, de réussite, dans le sens où beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes ont été repérés depuis la mesure. Alors, justement, on parlait d'action coordonnée, et la coordination avec les PSAD, les CIO, les MFDS, les établissements scolaires, l'AFPA, etc., sont la démonstration qu'effectivement, les parcours doivent être coordonnés et le sont dans les faits. Et donc, impossible de lutter contre le décrochage scolaire sans ça. Et puis, je terminerai quand même mon propos parce qu'il ne s'agit pas de faire dans l'autosatisfaction, même si on pourrait facilement dériver là-dedans. Il y a évidemment des marges de progression encore, et notamment, et ça c'est un sujet qui me tient à cœur, sur l'âge charnière que représentent les 15 ans des jeunes. Aujourd'hui, on a 15 ans quand on est en fin de troisième, on a 16 ans en début de lycée. Ça pose une question qui est l'entre-deux. Et c'est dans cet entre-deux-là, je pense qu'il faut qu'on porte l'attention et la vigilance, parce que le repérage n'est pas encore optimal. Il faut qu'on puisse retrouver justement tous ces jeunes qui disparaissent dans les circuits, dans cet entre-deux. Et puis, il y a évidemment un autre sujet qui me tient à cœur, mais qui est, j'allais dire presque un vœu pieux, qui est évidemment l'offre de services sur le territoire, parce que, il y a des choses à améliorer aussi de ce point de vue-là, entre l'urbain, le rural, oui. Mais ça, ce sont d'autres sujets qui vont nous ouvrir d'autres chapitres. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia, pour cette introduction. Bien, oui, c'est vrai qu'on entend toujours les mêmes propos, hein. On a besoin d'un maillage, on a besoin de coordination, on a besoin d'échanger entre nous, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a réuni les acteurs principaux avec chacun ses particularités, ses compétences, mais l'objet, c'est de se mettre autour d'une table. C'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, et c'est ce qui va être poursuivi après, afin qu'on puisse trouver des solutions pour les jeunes, vous l'avez dit. Il y a encore des progrès, une marge de progrès. Bon, on essaie d'y aller tous ensemble, chacun dans ses compétences, et je pense qu'on arrivera à quelque chose de productif d'ici quelques temps. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Nadia. Merci à vous. Alors, dans la suite des interventions, maintenant, on va parler bien sûr de l'obligation de formation en rappel de la mesure grâce à Clotilde Cherperel qui va nous rejoindre. Clotilde Cherperel qui est chef du pôle Persévérance en région académique des Hauts-de-France. Alors, je ne reviendrai pas sur tous les chiffres qui ont été énoncés, mais de toute façon, vous allez voir qu'il y a quand même énormément
de choses qui bougent, qui avancent ici en Hauts-de-France, en région académique, bien évidemment. Le partenariat est essentiel, ça vous l'avez bien compris. Les personnes venues aujourd'hui vont vous en parler, vous allez l'entendre à chaque fois. 17 000 jeunes en EF, Geneviève l'a rappelé tout à l'heure, énormément sont en obligation de formation, malheureusement, quelques-uns sont un peu en décrochage. Toujours trop. Toujours trop, malheureusement, effectivement. Mais on essaye d'y travailler. Clotilde. Clotilde, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous donner quelques rappels sur la mesure, de l'obligation de formation. Donc, comme ça a été dit plusieurs fois, effectivement, qui est entrée en vigueur en 2020 et qui, comme vous le voyez, trouve son origine dans plusieurs évolutions au niveau législatif et politique. Et vraiment, cette mesure est à l'articulation entre plusieurs politiques publiques en faveur de la jeunesse. Puisqu'on est à la fois sur la lutte contre le décrochage scolaire et l'insertion professionnelle des jeunes les plus vulnérables. Donc, comme ça a été précisé également, la mesure vise principalement les jeunes qu'on appelle NEET, donc ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés, et elle s'inscrit dans une logique de continuité de ces politiques publiques pour lesquelles le législateur a souhaité aller plus loin dans le cadre de la sécurisation des jeunes. Nous nous inscrivons dans des politiques européennes et nous répondons également à la demande de la Commission européenne de proposer des solutions de formation ou d'insertion aux jeunes, notamment les plus vulnérables. Alors, on a un texte, un fondement juridique sur cette mesure, donc l'article 15 de la loi pour une école de la confiance. Ce texte qui prévoit que tout jeune doit se voir proposer et suivre une solution de formation, d'emploi ou d'accompagnement jusqu'à ses 18 ans, avec bien entendu en arrière-plan toujours cet enjeu important de sécurisation des parcours de nos élèves et d'essayer de mettre fin à ce qu'on appelait ces sorties sèches, où à partir de 16 ans, les jeunes disaient « je ne veux plus continuer à l'école, j'arrête, je ne suis plus obligé ». Donc, dans le cadre de cette loi, l'État a souhaité accroître l'âge obligatoire de l'instruction, donc en le faisant commencer à 3 ans et en instituant cette obligation de formation jusqu'à 18 ans. Donc, vraiment, la mesure, on peut la considérer comme un continuum éducatif pour suivre l'enfant puis le jeune jusqu'à sa majorité, de permettre de lutter contre la pauvreté des jeunes, puisqu'on est vraiment là-dessus dans l'objectif d'élever le niveau de qualification et utilisé comme un levier de cohésion sociale. Alors, là, on vous a mis le rappel des textes, vous les connaissez, l'article dont je viens de parler, le décret qui a été publié en août 2020, et la circulaire interministérielle qui, elle, a bien précisé l'organisation, le pilotage stratégique et opérationnel, le rôle central des PSAD, et les collègues y reviendront juste après moi, ainsi que le transfert des données. Donc, vous savez que nous avons des outils de repérage qui sont en évolution et qui vont, de nouveaux outils vont arriver à la rentrée. Donc ça, c'est aussi toujours dans l'idée de fiabiliser le repérage de ces jeunes et leur accompagnement. Alors, les textes précisent également, mais ça a été dit, que les missions locales étaient en charge du contrôle de ce respect. Donc, ils ont un certain nombre de prérogatives pour s'assurer que ces jeunes respectent bien l'obligation de formation. Alors, les enjeux qu'il y a derrière, je l'ai dit, garantir le droit à la formation, on parle d'obligation de formation, c'est aussi l'obligation pour l'institution de proposer aux jeunes de l'accompagner et de lui permettre de se former au-delà de ses 16 ans. Ça n'est pas que l'obligation pour le jeune d'être en accompagnement ou en solution, mais c'est quand même quelque chose qui nous oblige tous, de manière partenariale et interministérielle, à garantir ce droit à la formation. Donc, la gouvernance territoriale partagée, on en a parlé beaucoup depuis tout à l'heure et c'est quelque chose d'essentiel pour faire vivre cette mesure de manière optimale. Les parcours diversifiés de qualité, alors ça sera vu avec évidemment la cartographie qui vous sera présentée tout à l'heure. On a aussi un guide ressources des dispositifs de l'éducation nationale que vous aurez aussi en lien dans le chat qui recense tous les dispositifs mobilisables, une solution pour chaque jeune. Et puis, il y a aussi l'enjeu d'assurer le suivi de cette mesure, de l'évaluer, et puis d'être bien entendu dans une dynamique d'amélioration continue.
Et pour cela, les chiffres qui vous ont été donnés tout à l'heure par Madame Sainte-Huile sont issus d'un tableau de bord qui est réalisé par le C2RP et qui assemble les données à la fois de l'éducation nationale et des missions locales et qui permet de mesurer justement le taux de respect de cette obligation de formation et les différents types d'accompagnement ou de solutions qui constituent ce respect. Alors, en attendant, là, merci Clotilde encore pour ces quelques propos. Regardez bien dans le chat. Logiquement, on vous met à chaque fois le lien, parce que Clotilde vient de parler justement du tableau de bord Oui, et de tout à vous fait. être mis en lien avec les autres liens dont on a parlé tout à l'heure. N'hésitez pas en tout cas s'il y a des questions. Merci à vous. Donc là, peut-être très rapidement, un rappel, mais vous les connaissez, hein, les conditions du respect de cette mesure. Donc la poursuite de scolarité dans un établissement public ou privé, mais pas que. Donc l'obligation de formation, c'est pas que la scolarité, hein, puisque les jeunes peuvent être en apprentissage, en emploi, dans une mission d'engagement, en service civique, hein, bien entendu, et puis toutes les mesures d'accompagnement de l'éducation nationale, des missions locales, l'insertion évidemment sociale et professionnelle. Donc vraiment, il y a un champ des possibles qui est très large pour permettre à ces jeunes de poursuivre leur parcours de formation. Et donc, seules les difficultés liées à l'état de santé des jeunes permettent l'exemption. Donc, évidemment, la contrepartie, c'est en cas de non-respect. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mission locale qui est missionnée pour s'assurer de ce contrôle. Donc, évidemment, une fois qu'un jeune reste injoignable ou qu'il refuse la prise en charge et l'accompagnement qui lui est proposé, eh bien, la mission locale va mobiliser ses partenaires du territoire, de l'Aller Vert, les centres sociaux, les clubs de prévention, les associations sportives, pour essayer d'aller toucher le jeune et ses représentants légaux au plus près localement, et puis pour tenter de proposer effectivement un accompagnement, une solution, une formation. Et si vraiment voilà, le non-respect persiste, dans ce cas-là, c'est le conseil départemental qui est saisi et qui va mobiliser également, lui, les services de l'insertion, de la prévention. Alors, on n'est pas, comme le dit l'instruction, hein, on n'est pas dans le cadre d'une information préoccupante, on est vraiment dans le cadre de l'assistance éducative, avec pour objectif toujours de proposer un accompagnement, de résoudre des problématiques qui parfois sont extérieures au jeune lui-même pour lui permettre de s'insérer pleinement et de rentrer dans cette obligation de formation jusqu'à 18 ans. Voilà, on est terminé. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Clotilde. Ces rappels étaient quand même essentiels afin de rappeler à chacun, merci beaucoup, afin de rappeler à chacun un peu le fonctionnement. On voyait bien que le suivi, on a quand même cette obligation, hein. Heureusement d'ailleurs qu'il a aussi les services, missions locales, tout le service accompagnant aussi ces jeunes qui sont là pour rappeler un peu, le cadre est très précis. Il y a un besoin et cette obligation doit être respectée un peu partout. C'est un sujet qu'on aborde souvent ensemble aussi, mais malheureusement, on voit encore qu'il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais encore une fois, aujourd'hui, on rappelle un peu le cadre, on rappelle le fonctionnement. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur le chat. Et on partage aussi parce que chacun d'entre nous peut être un relais finalement sur son territoire, puisque c'est vraiment un droit pour les jeunes, cette obligation de formation. Clotilde Cherperel l'a bien rappelé. C'est bien à nous aussi d'accompagner, d'aller vers, d'aller les chercher et pas d'attendre qu'ils viennent vers nous. Et c'est vraiment, merci de porter aussi ces mesures sur vos territoires ou sur vos lieux. Alors, on passe la parole à nos deux nouveaux intervenants. Voilà, oui, merci. Merci de nous avoir rejoints, Aurore et Alexandre. Donc, Aurore Brasier-Durosael, pardon, qui est chef adjoint du pôle Persévérance, et Alexandre Dubois, qui est chargé de projet de repérage et d'obligation de formation des 16-8 ans. À la RFI. À la RFI. C'est à vous. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous, on va vous présenter notamment le rôle des plateformes de suivi d'appui aux décrocheurs et en plus, on vous fera un peu un état des lieux de l'enquête qu'on a menée en 2025. Donc juste un petit rappel assez rapide sur le rôle des plateformes de suivi d'appui aux décrocheurs. Donc pour un rappel, elle a été mise en place en 2011. Donc ça, c'est la circulaire de février. La PSAD est avant tout un outil de coordination des acteurs. C'est plutôt un concept d'organisation plutôt qu'une structure juridique. On rappelle rapidement les 3 objectifs de la plateforme de suivi d'appui aux décrocheurs. Donc, 1, améliorer le repérage des jeunes de 16 ans et plus ayant décroché. Deuxième objectif, organiser l'échange d'informations avec les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle. Donc ça, c'est notamment la même année la mise en place du système interministériel d'échange d'informations, le SIEI.
Enfin, consolider les coordinations locales. L'État et la région arrêtent les principes et les périmètres géographiques des plateformes de suivi d'accueil ainsi que le pilotage. C'est depuis 2020 que le copilotage de l'obligation de formation est réalisé avec la participation des missions locales et en complément du CIO. Alors, côté éducation nationale, le pilotage de l'APSAD est réalisé par les directrices et directeurs de CIO et le découpage d'EPSAD en région est le suivant, puisqu'on a 23 PSAD en région. Donc l'accompagnement, je dirais l'animation de ce réseau est assuré par les collègues du pôle persévérance de la DRAIO, avec lequel on travaille main dans la main et en lien avec les inspecteurs de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation. Au titre des missions locales, du copilotage des missions locales, il est réalisé par là où les directeurs et directrices des missions locales, puisque nous avons 42 missions locales en région, et donc sur certaines salles, c'est parfois plusieurs directions de missions locales qui copilotent. Voilà, en termes d'animation régionale, c'est bien sûr l'AREFI qui fédère les 42 missions locales des Hauts-de-France, qui anime avec le pôle persévérance l'obligation de formation. Alors, dès 2020, il y a eu un cadrage régional qui définissait la gouvernance de l'obligation de formation. On retrouve dans cette gouvernance, évidemment, le pilotage stratégique qui est conjoint, donc pilotage est conjoint entre le préfet du Nord, le recteur de région académique et le président du conseil régional. Et sur le pilotage opérationnel, on retrouve à la fois l'animation comme je le disais, des directeurs de CIO et directeurs et directrices des missions locales, ainsi que l'animation par l'État et le copilotage de cette animation du pilotage opérationnel par le conseil régional et les services de l'État. Alors, je vais vous présenter notamment l'état des lieux qu'on a pu mettre en place suite à l'enquête qui a été réalisée en 2025. Juste pour rappel, en mars 2025 a eu lieu un séminaire autour de l'obligation de formation qui avait été mis en place par Madame Charrière. À la suite de ce séminaire, un premier constat a été dressé, a été celui de l'importance de l'interconnaissance entre les acteurs. On a donc interrogé nos réseaux, donc à la fois celui des tuyaux observés et à la fois celui de la RFI dans le cadre de la mission locale. Et on a donc mis en place une enquête qui avait un double objectif. Le premier, c'était de dresser un état des lieux partagé du fonctionnement des PSAD en région Hauts-de-France, constituer une communauté de pratique au service de la prise en charge des jeunes relevant de l'OF. L'idée, c'était de réinterroger en tout cas nos pratiques à la fois dans les deux réseaux. Alors voilà, c'est vrai qu'on a réalisé cette enquête sur le deuxième semestre 2025 et rapidement, on s'est rapproché entre nos différents services pour que le questionnement puisse être quasiment le même d'un côté sur le réseau des missions locales et celui des CIO, pour qu'on puisse avoir une analyse un petit peu régionale et globale au titre de réseau. Et c'est ça qu'on va vous présenter. Ouais. Donc, pour le réseau des CIO, les 23 responsables de PSAD ont répondu. Donc, on a un taux de réponse qui est très satisfaisant à 100%. Pour le réseau des missions locales, il est également satisfaisant. On a 80% de taux de réponse. Donc, on peut dire que les résultats qu'on va vous présenter ont quand même une fiabilité, on va dire, quasiment scientifique. On peut le dire comme ça, parce qu'en tout cas, ça a bien répondu. 4 items ont organisé cette enquête. Le premier, l'organisation du copilotage. Donc là, on a vraiment été questionné comment on s'organise au sein des PSAD le copilotage entre les missions locales et les CIO. Deuxième item, la formalisation et la sécurisation des échanges d'informations. Donc, comment se réalise l'échange d'informations autour des listes des jeunes. Enfin, l'écosystème, ce sont les partenaires du premier et du second cercle. Et enfin, l'interconnaissance des acteurs. Alors, premier constat, premier item qu'on a donc interrogé, c'était l'organisation du copilotage. Donc, pour rappel, le copilotage est organisé depuis 2020 sous cette forme qui est un comité de pilotage annuel. Donc, dans chaque PSAD, l'idée, c'est de mettre en place un comité de pilotage annuel qui va permettre de dresser le bilan en fait, de l'année et aussi travailler autour du calendrier qui sera partagé, qui sera commun.
Un comité technique qui, lui, est plutôt, comme son nom l'indique, quelque chose de technique et dans lequel on va pouvoir échanger les listes des jeunes pour trouver des solutions. Donc, un comité technique, c'est aussi l'endroit, ou en tout cas l'instance qui va permettre de consolider ou en tout cas coordonner les solutions autour des jeunes. Enfin, des échanges entre les CIO et les missions locales, où ça, c'est pas des instances, ou en tout cas, ce sont des échanges un peu informels. On verra que les échanges entre les CIO et les missions locales fonctionnent aussi parfois très très bien, même s'ils ne sont pas vraiment formalisés. Donc, on a une organisation où les instances de pilotage sont inégalement structurées et investies, c'est-à-dire que dans certains de PSAD, c'est extrêmement respecté. On a bien un comité de pilotage annuel, on a bien un comité technique qui a lieu une fois par trimestre. On a des choses qui sont extrêmement organisées, extrêmement carrées, et d'autres PSAD dans lesquels en fait, les modalités de fréquence et à la fois la nature des instances sont un peu plus variables. En tout état de cause, 87% des PSAD sont structurés autour d'un comité de pilotage annuel, donc on peut dire que ce fonctionnement-là, en tout cas, fonctionne et est intégré au sein des territoires. Et 75% des PSAD ont organisé un comité de pilotage annuel en 2025. Néanmoins, 52% des PSAD mettent en place des comités techniques mensuels. Donc là, on s'interroge aussi sur l'échange d'informations qui peut être mis en place. Et en fait, on a 90% des responsables des missions locales qui participent à une ou plusieurs PSAD. Donc en fait, l'idée, ce serait de se dire... Oui, voilà, on a pu mesurer en fait que dans les échanges d'informations structurés entre missions locales et PSAD, on avait effectivement que 52% de comités techniques mensuels, mais on a creusé un petit peu et on a pu observer qu'il y avait des échanges parfois au jour le jour qui étaient réalisés ou voilà, en tout cas, dans notre questionnement, il n'était pas assez fiable pour mesurer toutes les typologies de fréquences qui pouvaient de fréquences et de modalités d'échange qu'il y avait entre les deux services. Voilà, alors on a encore à creuser là-dessus, évidemment, pour peut-être harmoniser un petit peu les pratiques, mais en tout cas, les missions réservées à l'APSAD, co-animées par les deux acteurs, sont bien réalisées. Oui, en tous les cas, on peut dire que ça fonctionne parce que en tout cas, les résultats du tableau de bord sont quand même très satisfaisants. Donc, les échanges se font de façon parfois informelle. Alors ça, c'est lié aussi à des inégalités, on va dire, territoriales ou des organisations spécifiques. Mais en tout état de cause, ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai qu'au niveau de la variation, on peut sans connaître ce que vous dites, ce que vous allez avoir après comme résultat, mais soit les territoires ou des fonctionnements qui sont installés depuis X temps, aussi une connaissance des personnes entre elles, et puis peut-être, comme vous le disiez Alexandre juste à l'instant, peut-être pas besoin de se voir aussi fréquemment s'il y a des échanges réguliers. Maintenant, je pense qu'ils adaptent aussi peut-être en fonction du besoin, comme on fait chacun. Et du flux, en fait, aussi. Exactement. Justement, sur le flux technique, c'est la partie d'après. Donc là, effectivement, on a interrogé du coup la formalisation et la sécurisation des échanges d'informations. Donc pour rappel, ce qui a été décidé en 2020, on a un cadrage qui est celui-ci, c'est-à-dire qu'à partir des listes des outils RIO suivis, donc ça c'est l'outil éducation nationale et MELO, l'outil mission locale, le découpage, on va dire décidé et acté était celui-ci, en tout cas à partir des listes RIO suivies, les connues missions locales sont en fait données aux missions locales pour qu'ils puissent être contactés, ainsi que les injoignables. On rappelle, au bout du troisième contact, si le jeune reste sans contact, il est considéré comme injoignable, donc il est transféré à la mission locale pour une prise en charge dans le cadre de l'allée vert, ou ceux qui refusent l'accompagnement. Les CIO ont en charge en fait les inconnus missions locales, donc on subodore qu'ils sont connus CIO, et dans un certain cas, le premier contact, qu'il soit connu mission locale ou inconnu CIO, c'est le CIO qui le réalise. L'échange d'informations, il est organisé et sécurisé aussi. Ça, on l'a beaucoup vu dans l'enquête. Voilà, donc il y a des échanges mensuels via différents canaux, donc parfois des fiches de liaison, aussi des plateformes sécurisées. On a malgré tout des échanges qui restent à formaliser, à consolider, à fluidifier, notamment quand on questionne autour de la charte de confidentialité, qui reste quand même le cadre éthique de l'échange des listes. Je rappelle, ce sont des données personnelles, donc il convient quand même de sécuriser au maximum ces échanges-là. Donc 60% des DCO responsables PSAD déclarent que la charte de confidentialité est mise en œuvre et actualisée. Dans le cadre du copilotage, les échanges d'informations sont réguliers. Oui, on s'est rendu compte que derrière ce chiffre, 60%, voilà, il y a eu du turnover aussi dans les équipes et on se rend compte que lors du comité de pilotage annuel, on ne revoit pas toujours la charte de confidentialité, ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, on oublie que cette convention existe, cette charte existe et qu'on peut s'échanger des informations dans un cadre réglementaire.
En tout cas, cet outil, la charte de confidentialité, elle participe aussi à l'idée de dites-le nous une fois, en fait, hein, entre partenaires. Et en fait, on se rend compte aussi que certains échanges, même si en fait fonctionnent, même si c'est informel, ça nécessite malgré tout de rappeler quand même le cadre réglementaire autour des données personnelles. Enfin, 23% des responsables des missions locales indiquent ne pas informer le CO des nouvelles inscriptions spontanées des mineurs. Alors, oui, on peut le considérer comme un acte évidemment d'information, mais là, il s'agit. On a un certain nombre d'élèves qui sont encore scolarisés et qui tapent à la porte des missions locales. Et donc, dans cette réponse, on retrouve aussi ces jeunes qui se déclarent vers les missions locales, qui font du aller vers les missions locales, et qui sont hors obligation de formation, et d'où la réponse des 23%. Ah oui. Par contre, si on regarde la réponse suivante, c'est 90%, 90% des PSAD déclarent qu'une procédure est mise en place pour les missions locales puissent informer des nouvelles inscriptions qui relèvent de l'obligation de formation. Donc la mission locale fait par ailleurs bien son travail, je dirais, quand elle reçoit les listes de l'éducation nationale dans son système d'information. Les 23%, c'est pour un petit peu étalonner un petit peu le... Alors il y a des pistes d'amélioration, effectivement, s'agissant des élèves qui spontanément se manifestent vers nous, hors obligation de formation. Donc en fait, le cadre existe, mais il est à réaffirmer, ou en tout cas à rappeler peut-être dans le comité de pilotage, tout à fait. Et peut-être dans le cadre du comité de pilotage, par exemple. Alors, un état des lieux partagé. Dans la constitution d'EPSAD, on a un premier cercle et un deuxième cercle des partenaires. Le premier cercle, vous l'avez compris, il est piloté par les CIO et les missions locales, et également, au titre de l'éducation nationale, on retrouve également le réseau focal, les établissements scolaires et la mission de lutte contre le décrochage scolaire, hein, les MLDS, et vous l'avez compris aussi, les services du conseil départemental qui font partie de ce premier cercle. On y reviendra un petit peu après. Au niveau du deuxième cercle, on vous les a classés, j'ai envie de dire, dans l'ordre des résultats de notre enquête. On a essayé de mesurer les partenaires qu'on retrouvait les plus souvent dans les différentes stades de la région de France. Et donc, on y retrouve en premier lieu, et c'est intéressant, la protection judiciaire de la jeunesse, s'agissant de l'accompagnement judiciaire, on va dire, des mineurs. C'est tout à fait logique, et c'est vrai qu'il y a c'est une chance d'avoir les collègues de la BJJ autour des deuxième stade, des PSAD. On y retrouve évidemment les maisons de quartier, les clubs de prévention, les éducateurs de prêve, voilà. Ainsi que, toujours dans l'ordre, France Travail, les écoles de la deuxième chance, EPID, on en oublie, hein, les GAFI, les CCAS parfois, etc. On voit qu'il y en a une diversité qu'on n'a pas pu forcément mesurer tellement elle est éclectique, mais on voit que le deuxième cercle est un cercle qui peut s'agrandir en fonction des besoins aussi, et qui fait état de l'écosystème et de la vivacité en fait, des partenaires autour des PSAD. En fait, on va rappeler l'importance de diversifier les partenaires du second cercle, toujours dans le cadre effectivement d'une prise en charge la plus optimum pour le jeune. Alors, on a sondé un petit peu sur la représentativité des conseils départementaux à l'interne des stades. On a pu observer, c'est que 57% des responsables PSAD, des responsables de mission locale, déclarent une représentativité du conseil départemental dans une instance de copilotage. Et on observe que, je le disais, les services de la BJJ et des clubs de prêve représentent une part importante de la présence des partenaires dans le deuxième cercle des PSAD. Et 43% des CIO déclarent une représentativité des services de la préfecture et de la sous-préfecture dans ces différents comités. Voilà. Alors, sur l'interconnaissance des acteurs, puisqu'on en parlait, on voit qu'il y a une interconnaissance qui reste à conforter, à consolider, à animer, à développer dans les deux réseaux. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une interconnaissance opérationnelle qui reste à confronter aussi dans la participation des enseignants coordonnateurs de la mission locale de lutte contre le décrochage scolaire lors des différentes instances des stades dans ces groupes de travail. Alors, 74% des responsables CIO PSAD déclarent avoir une connaissance des actions de repérage des missions locales, de aller vers.
même si elles sont diverses et variées dans le réseau des missions locales. Et 70% des responsables CDU UPSAD déclarent que les missions locales ont une bonne connaissance des dispositifs de la MLDS. Et donc, ça participe aussi à nos échanges pour qu'il puisse y avoir une interconnaissance de nos réseaux, de tous les outils aussi qui existent côté éducation nationale. On a une petite question sur la slide d'avant. Donc, on veut savoir ce que vous entendez par club de prévention. Et j'ai vu aussi que dans le chat, quand vous parlez de sous-préfecture, est-ce que c'est les dettes qui sont… Est-ce que vous savez si ce niveau de détail dans les réponses? Est-ce que c'est ça, oui, traduit par sous-préfecture? C'est les DETS, les directions départementales de l'État. Et s'agissant des clubs de prévention? Club de prévention, c'est des éducateurs de rue, oui, tout simplement. Vous Ils sont rattachés à différentes associations qui portent des noms. Et j'ai vu que dans les inscrits aujourd'hui, il y avait des participants. Et donc, voilà, moi, en tout cas, nous, on invite particulièrement ces éducateurs de rue et de prévention à participer au PSAD parce que c'est un lieu où on peut partager les choses et on a besoin d'eux aussi pour aller rechercher les élèves ou les futurs. Merci beaucoup. Et on voit bien par là le côté multipartenarial. Alors, premier cercle, évidemment, c'est un peu logique. Le second cercle aussi, on voit qu'il est très large. Et finalement, comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas possible. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, au niveau des inscrits, et vous avez raison de souligner, il y a énormément de monde, mais surtout, c'est très varié. Et tant mieux, cela montre bien que c'est un sujet qui préoccupe chacune, à tous les niveaux. Et j'espère qu'aujourd'hui, on vous aura apporté des réponses, mais ce n'est pas encore fini. C'est à vous pour la suite. La suite, voilà. En tout cas, c'est pour ça qu'on insiste un peu dans le choix qu'on a fait, parce qu'évidemment, on renverra évidemment, l'enquête est plus fouillée, plus détaillée. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on insiste bien sur ce côté partenarial parce que l'APSAD c'est le bon lieu pour échanger autour des situations individuelles des jeunes, s'agissant notamment des jeunes qu'on ne voit plus. Et on est surtout dans l'idée de la coordination locale qui doit être renforcée et territorialisée. Quelques pistes d'amélioration suite à cette enquête, donc je vais commencer à présenter les deux premiers peut-être. Oui, donc un pilotage régional à réaffirmer et puis merci de réaliser ce webinaire parce que ça nous permet d'aligner aussi nos réseaux respectifs. Une animation conjointe de nos réseaux, parfois peut-être mettre en place. C'est vrai que pour l'instant, on agit, même si tu es intervenu dans nos réunions obligations de formation régionale récemment, ça n'empêche qu'on pourrait peut-être à un moment donné parler à deux voix, parce que le discours aujourd'hui est le même s'agissant de la situation des jeunes qui basculent de l'éducation nationale à la mission locale ou sur le champ de l'insertion socio-professionnelle. Retravailler sur l'idée d'un guide de bonne pratique comme il avait été proposé en 2020 et voilà, donc un guide pratique qui permettrait d'être réactualisé et de promouvoir en tout cas le travail des deux réseaux, notamment dans le cadre de la sécurisation des données, notamment avec la charte de confidentialité et dans le cadre aussi de Dites-le nous une fois. Et puis enfin, la formation des acteurs au système interministériel d'information. En septembre, on va connaître un nouvel outil Rio. Donc, il faut l'aborder comme étant une opportunité de réactiver l'entièreté de nos réseaux et de travailler un peu plus main dans la main avec et puis avec un outil plus opérationnel, parce qu'on avait quand même quelques failles par le passé dans ces différents outils qui faisaient qu'on avait parfois quelques allers-retours autour des meetings des jeunes. On aura un repérage de tous les lots qui va permettre aussi, je pense, d'être beaucoup plus efficient. Et puis d'être plus juste aussi sur nos chiffres. Quelque part, on sait aussi que dans nos chiffres, on n'est jamais très garanti, très assuré. On est toujours un peu frileux, d'ailleurs, à communiquer des chiffres parfois, parce que nos bases de données ne sont pas toujours bien croisées comme on aurait aimé qu'elles soient bien croisées pour X raisons. Donc, on a beaucoup d'espoir, on l'a attendu beaucoup pour cet outil qui va nous arriver en septembre, qui va bientôt nous arriver. Et donc, ce sera l'occasion, effectivement, de se former mutuellement. Ce sera une bonne idée, en tout cas. Informer des modalités de mise en œuvre pour qu'on puisse rapidement mettre en place un calendrier. Exactement. En tout cas, juste un instant, mais un grand merci à vous deux. On a déjà des réponses à certains leviers d'action, puisque le guide de bonne pratique, il est prévu justement en novembre pour le prochain groupe de travail collaboratif. Et puis ce nouvel outil Rio qui sera plus juste au niveau des chiffres, parce que c'est vrai que des fois, ça donne un peu le tournis, malheureusement, au niveau des jeunes. Même si le travail est effectif, si on essaye de travailler évidemment ensemble, et c'est le cas, il y a malheureusement certains d'entre eux qui échappent à tout ce que l'on peut mettre en place. Exactement. Et c'est l'objet aussi d'échanger, de travailler, et encore une fois, comme vous dit Alexandre, un pilotage régional affirmé, encore une fois,
de meilleurs échanges si possible. Et je ne doute pas que nous y arrivions. Un grand merci à tous les deux. Et nous allons Maintenant, merci. accueillir Madame Rachel Sanogo-Niminou, qui va entrer aussi, qui va s'installer auprès de nous, hein, qui est directrice du Centre d'information et d'orientation de Saint-Quentin, et qui est en même temps responsable de l'APSAD, donc la plateforme de suivi d'appui de décrocheurs, du bassin de Saint-Quentin-Chauny. Bienvenue, Madame la directrice. Merci. Merci à vous. Eh bien, écoutez, la parole est à vous. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Madame Sanogo. Je suis la directrice du CIO de Saint-Quentin depuis 3 ans maintenant. Voilà, la particularité de mon bassin d'éducation, c'est que c'est le bassin le plus peuplé du département de l'Aisne. En termes d'emploi, on est sur un taux de chômage qui est assez élevé. Si on prend les derniers chiffres, hein, au 4e trimestre 2025, on était sur un taux de chômage de 11,4% sur l'arrondissement de Saint-Quentin, contre 9,5% pour les Hauts-de-France et 7,7% pour la France métropolitaine. La complexité d'être sur un énorme bassin d'éducation, c'est que je suis amenée à travailler avec trois bassins d'emploi. Donc, sur le suivi du décrochage, mon action, elle se partage sur la mission locale de Ternier pour le pays chaunois, sur la mission locale de Saint-Quentin pour l'arrondissement de Saint-Quentin, et puis sur la mission locale de Vervins également, puisque j'ai quelques établissements qui sont sur la Thiérache. Alors, au niveau du contexte du fonctionnement, je dirais que mes interventions prennent appui sur le réseau focal, donc le réseau formation, qualité, emploi. Parce que en fait, le réseau focal, ça va vraiment permettre de fédérer et de mobiliser tous les acteurs et tous les dispositifs pour prévenir et remédier au décrochage scolaire. Donc, au niveau de l'APSAD, ça va permettre aussi d'équilibrer et de diversifier, je dirais, les partenariats éducation nationale, mission locale, et puis voilà, tous les partenaires extérieurs qu'on est amené à mobiliser. Concernant les acteurs qui sont mobilisés sur l'APSAD, donc on est sur un copilotage CIO mission locale. J'ai aussi l'appui des responsables focales, d'une chargée de mission du pôle persévérance, et puis ensuite j'ai également les enseignants coordos de la MLDS, les référents décrochage des lycées, hein, qui sont très présents depuis le début sur l'APSAD de Ternier et qui apportent vraiment beaucoup de qualitatifs au suivi du décrochage. Et puis au niveau des autres partenaires, on a aussi toujours la présence de l'UTAS, hein, donc c'est les services sociaux du département. La présence également d'une référente insertion de la PJJ. Et puis, sur Saint-Quentin, on a également l'EPID, on a également Unicité, les médiateurs de la ville aussi qui sont très présents. L'autre point important dans le fonctionnement, c'est la mise en place d'une charte de confidentialité. Donc cette charte, en fait, on la signe chaque année. Elle est signée par tous les acteurs de l'APSAD. Et en fait, c'est ce qui va quand même permettre de garder en ligne de mire le fait qu'il faut garantir le secret professionnel. Il faut voilà, une certaine éthique dans le suivi des jeunes, parce que au sein de l'APSAD, on est amené à partager des données quand même personnelles, voire même des données sensibles sur les jeunes, et donc il faut vraiment qu'on puisse garantir la confidentialité des données. Et puis, donc au niveau du fonctionnement également, je dirais qu'on est un peu sur quelque chose d'hybride, c'est-à-dire on a des comités de pilotage qui sont en présentiel. Alors sur Ternier et Saint-Quentin, à une fréquence à peu près de tous les 2-3 mois, où là on réunit tous les acteurs
de premier cercle et de second cercle. Et puis, on a aussi un suivi mensuel entre le CIO et la mission locale pour voilà, chaque mois les jeunes, les listes qu'on a de jeunes repérés à contacter. Comme ça, on fait ce point, ce suivi mensuel. Donc, on a mis en place, en fait, parce que depuis quelques mois maintenant, les missions locales sur leur application Imilo ont également une remontée de nos listes de jeunes de Rio. Et donc, on a mis en place un tableau, en fait. Donc, les missions locales m'envoient la liste des jeunes à contacter. Et quand nous, on a fini de contacter les jeunes côté CIO, qu'on a des informations, on fait un retour aux missions locales. Et puis, ça permet un petit peu après définir qui va faire quoi, en fait. Donc, c'est toujours le CIO d'abord qui contacte les jeunes. Et puis, ensuite, en fait, on donne la main aux missions locales. Et puis, ce qu'on a aussi depuis plusieurs années mis en place, c'est une fiche de liaison CIO mission locale. Donc, en fait, les missions locales vont inscrire un jeune quand il vient avec une fiche de liaison. Et également quand il peut fournir un exéa, c'est-à-dire la preuve qu'il est bien décroché, sorti de son établissement. Donc, on est toujours sur ce schéma-là, vraiment d'abord le CIO et puis ensuite, nous, on oriente vers les missions locales. Quand nous, on a des jeunes qui restent vraiment injoignables, on passe la main à la mission locale pour qu'ils essayent de les capter. Et puis, quand on se réunit en présentiel sur les comités de pilotage, on fait aussi une liste de ces situations sans solution pour qu'on voit après autour de la table qui va pouvoir contacter les jeunes, qui aura une réponse peut-être plus pertinente. C'est vrai que la présence de l'UTAS, des fois, ça permet, eux ont la possibilité d'envoyer des assistantes sociales à domicile, ce que nous, on ne peut pas faire. Donc voilà, chacun va voir qui peut capter ces situations injoignables. Alors, pour conclure, donc pour moi, l'importance, je pense, si je devais retenir, dire vraiment les incontournables, c'est vraiment donc déjà la plus-value du réseau focal pour fédérer tous les acteurs. Et puis également la présence des référents décrochage sur les comités de pilotage, ça apporte vraiment beaucoup de qualitatif parce que eux ont déjà beaucoup d'informations sur les jeunes qui sortent, qui décrochent, parce qu'ils les ont déjà suivis en établissement et ça apporte vraiment une autre dimension. Sur Ternier, c'était en place déjà depuis mon arrivée. C'est vraiment ce que j'essaye de mettre en place sur Saint-Quentin et sur toutes mes PSAT parce que je vois que ça apporte plus de liens en fait sur le suivi des jeunes. Et puis l'importance aussi de bien communiquer, bien définir un process sur les missions locales avec lesquelles je travaille. Il y a eu des changements de référents et donc à chaque fois se revoir pour recadrer, voir comment on fonctionne, bien communiquer pour vraiment on soit sur un maillage fort entre l'éducation nationale et puis les autres partenaires. Voilà, je sais pas si merci beaucoup. Je pense que c'est très clair. Je pense que très ça a bien. permis C'était vraiment court. de poser l'organisation justement des PSAD, d'une PSAD, de plusieurs PSAD, puisque vous êtes à la tête de Oui, plusieurs. Quand on est sur plusieurs bassins, effectivement, avec un CIO, puis on voit que là, les choses sont bien installées, mais qu'il faut toujours être vigilant. Il faut toujours être parce vigilant. qu'effectivement, on peut Parce avoir que des changements de personnes. Et un puis, petit changement de personne et ça peut être un petit grain qui fait que voilà, va y avoir des dysfonctionnements. Donc à chaque fois, voilà, prendre le temps et communiquer, c'est vraiment essentiel. Oui. Merci beaucoup, Merci Rachel. beaucoup, Merci Rachel. pour votre intervention, votre témoignage. En tout cas, vous voyez bien qu'il y a des fonctionnements qui sont efficients, avec aussi, c'est ce que disait Rachel juste un instant, avec un fonctionnement hybride parfois pour simplifier les échanges, la communication. La charte de confidentialité, elle est revenue aussi dessus parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, il y a besoin aussi de sécuriser les données qui sont transmises. Et encore une fois, le partenariat avec les multiples territoires qui sont en jeu. Et je pense que là, au niveau de même de la répartition des rôles, c'était bien défini, bien organisé.
Et en tout cas, c'est l'essentiel. Encore un beau témoignage d'un fonctionnement, et je pense qu'on est aussi aujourd'hui un peu dans l'essaimage des pratiques, et c'est un peu l'objet, on verra ça sur le prochain webinaire quand on parlera des pratiques, évidemment. Maintenant, Maxime nous a rejoint. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime de Coster, qui est chargé de mission en charge de la cartographie à mes côtés, au niveau de la mission Proche Orientation. Alors, on va vous faire un rappel rapide du projet, de son ampleur, de ce qui a pu être mis en œuvre. Un rappel, encore une fois, des lois qui permettent aussi aux régions de coordonner un peu tout ce qui se passe sur le territoire à ce niveau-là, bien évidemment, au niveau des jeunes qui décrochent. Ce projet a démarré en 2024, mais il a été initié déjà en 2022. Bon, ça, on a fait appel quand même à des fonds européens pour travailler dessus. Vous voyez le programme 21-27. 5 collègues dans les territoires. Une 6e collègue qui, au démarrage, était là aussi pour relever un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir comme solution pour nos jeunes. On voit parmi les différents témoignages que le partenariat est essentiel. L'objet de cette cartographie, c'était de mettre à plat tout ce qui pouvait exister. On s'est bien dit à un moment donné, on en a échangé aussi tout au début du projet, Geneviève, pour savoir un peu où on allait. Mais finalement, on ne savait pas où on allait. On est parti d'une page blanche, on est parti de collègues qui ont commencé à aller dans les 5 départements, à taper un peu toutes les... En premier, les CIO, parce que ça, c'était la facilité quelque part. Et vous voyez le résultat. Maintenant, au bout de 2 ans de démarrage du repérage des structures en 2024, maintenant en 2026, nous en sommes à 461 structures, 562 antennes, avec 133 dispositifs. Mais attention, ces dispositifs sont répartis dans la région. Et dans la région, il y a environ 1916 solutions, points de raccrochage entre guillemets, qui sont répartis sur le territoire. L'objet, c'était identifier toutes ces structures. Alors, ce n'est pas exhaustif, là on en trouve encore, puisque moi j'ai en mémoire 1700 solutions qui avaient été proposées. On avait parlé déjà du premier cercle, Maxime. Ensuite, on est parti sur le 2e cercle. Donc là, on va voir un peu comment on peut faire évoluer cette cartographie que Maxime va vous présenter après. L'objet, je le rappelle, cette cartographie soit vivante. Il faut nous dire, il faut nous montrer que vous êtes présent sur le territoire. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on vous a repéré, c'est que vous êtes présent parmi nous, fort heureusement. Et vous allez voir que cette cartographie vivante, interactive, avec un petit détail après. Encore une fois, l'objectif, c'est de la partager avec chacun, chacune. Se faire connaître, se mettre ensemble, coordonner, se faire aussi montrer un peu ce que l'on fait. L'essaimage des pratiques, il est là. Et puis évidemment, l'objectif, c'est de raccrocher nos jeunes. Maxime, je te laisse la parole maintenant pour parler un peu de cette cartographie, peut-être nous la montrer directement en live avec une démonstration. Vous allez voir comme ça un peu ce qui est proposé. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais vous présenter la cartographie des dispositifs de remédiation. Donc, alors, je vais remonter un peu sur le curseur là pour vous montrer que, effectivement, donc vous avez une page d'accueil où vous avez différentes façons de faire des recherches sur cette cartographie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir... donc, cette cartographie est à la destination de tous les acteurs du repérage, mais également de l'accompagnement. L'idée, c'était de pouvoir faire en sorte que chaque professionnel au contact des jeunes puisse éventuellement l'orienter vers le dispositif qui lui convient le mieux et le plus proche de chez lui. Donc vous avez une première porte d'entrée dans cette carto qui est la recherche textuelle. Donc vous pouvez rechercher les dispositifs et les structures. Donc vous avez structure en antenne, dispositif, et vous avez également une recherche par commune et ou par département. Dans une version 3, vous aurez la possibilité également de définir un périmètre de recherche, puisque aujourd'hui on recherche par commune, mais dans une version prochaine, vous aurez la possibilité de fixer un périmètre de recherche. Vous aurez également la possibilité, dans cette version prochaine, de rechercher par thématique. Donc, vous avez aussi la possibilité de filtrer les dispositifs en fonction de l'âge. Donc, je rappelle que cette cartographie, elle est à destination des 16-18 ans, mais elle est également à destination des professionnels qui sont en contact des NEET, donc des personnes pouvant aller jusqu'à 29 ans. Donc, vous avez la possibilité donc, de filtrer ici, hein, et donc de rechercher les dispositifs de cette manière-là. Vous avez également la possibilité de faire des recherches
au niveau cartographique. Donc de zoomer directement finalement sur le territoire qui vous concerne pour pouvoir identifier tous les dispositifs qui sont autour de vous. Donc, possibilité de zoomer, etc. Donc, par exemple, si je prends le territoire du bassin minier de Lens, vous avez effectivement des amas de points qui sont présents ici et sur lesquels vous allez pouvoir cliquer pour zoomer. Lorsque vous allez cliquer sur un point, vous allez avoir une petite fiche qui va arriver sur votre droite à l'écran et vous allez avoir le descriptif de la structure. Donc ici, en l'occurrence, on a la structure sport dans la ville qui propose un certain nombre de dispositifs de remédiation. Vous avez par exemple les apprentis d'Auteuil également qui proposent des dispositifs de remédiation. Vous allez retrouver toutes les coordonnées qui vont vous permettre de contacter la structure avec le numéro de téléphone direct de l'intervenant qui pourra répondre à vos questions. Les coordonnées de l'intervenant également qui va pouvoir répondre à votre orientation, les horaires d'ouverture, et vous allez également retrouver sur cette fiche un calculateur d'itinéraire. Je mets ma souris dessus. Si vous cliquez sur ce calculateur d'itinéraire, vous allez pouvoir identifier tous les moyens de mobilité qui vont permettre finalement à la personne de se rendre sur place. Là, je pense que c'est un point important. Merci d'insister là-dessus, Makim, parce que les jeunes, on l'a dit tout à l'heure, hein, la mobilité, c'est complexe. Donc là, hier, on a joué un peu avec, hein, je vous le dis, on a essayé et franchement, ça marche très, très bien. Donc évidemment, n'essayez pas d'un bout à l'autre d'un département ou d'un département vers un autre. On est vraiment là sur une proximité. Je pense que Maxime a insisté aussi sur ce sujet-là. Encore une fois, le cercle kilométrique sur la version 3 qui permettra à un jeune aider, accompagner bien sûr, de repérer quelles sont les solutions qui sont autour de lui à 5 voire 10 km. Encore une fois, mobilité, c'est très complexe. Moi, j'ai une question, Maxime. Là, je vois au niveau des fiches, s'il y a des modifications à faire sur la fiche, comment faire pour que la structure modifie ses fiches? Alors, effectivement, donc là, on a des données qui sont relativement à jour, mais il se peut très bien que sur certaines autres fiches, les données qui nous ont été transmises, donc je rappelle que le début de la collecte des données, c'était en 2024, donc il est probable que des données ne correspondent pas à ce qui existe aujourd'hui. En fait, vous avez la possibilité de mettre à jour en allant donc sur la cartographie tout en bas de la page. Donc, vous voyez, je mets la souris dessus. Accéder au formulaire de mise à jour. Vous avez la possibilité de saisir les mises à jour et il y a une modération qui se fera, bien sûr, au niveau de la mission Proche Orientation et qui pourra faire les modifications quasiment en temps réel. Donc moi, je vous invite à le faire. Vous avez également la possibilité de nous demander de rajouter des structures qui n'y sont pas. Donc soit vous contactez directement les chargés de mission. Alors j'ai vu que ma collègue Mélanie Wiby s'était manifestée pour l'Oise. Vous pouvez effectivement contacter, si vous êtes de l'Oise, contactez Mélanie Wiby. Vous pouvez également contacter Caroline de Bruyne et moi-même et Namia Lajmerabet pour effectivement faire les modifications. On vous donnera les coordonnées de chaque intervenant sur les territoires. On vous le donnera dans le chat, hein, on vous donnera un numéro de téléphone où nous contacter. Alors, est-ce que vous avez, sur la présentation de la carto, j'en ai à peu près terminé. Alors, effectivement, hein, on constate qu'il y a, sur la cartographie, si vous allez dessus, on constate qu'effectivement, il y a des territoires qui sont très dotés et d'autres un peu moins. Mais l'idée de cette cartographie, c'est également d'identifier s'il y a des manques sur un certain nombre de territoires. Donc voilà, alors pour en revenir sur cet outil, donc l'outil cartographique, il a été lancé en janvier 2026.
Donc finalement, ça fait à peu près 5 mois que cet outil a été mis à votre disposition. L'objectif également de cet outil, c'est de pouvoir rendre les structures visibles. L'idée, c'est d'en faire un outil de coordination, un outil qui va permettre finalement à chaque structure de se mettre en relation. On a organisé un certain nombre d'événements pour présenter cette cartographie, pour vous permettre d'en prendre connaissance. Et donc, on va continuer à le faire. Alors, j'ai juste simplement oublié de vous montrer qu'effectivement, donc sur la fiche que vous voyez à votre droite, on va pouvoir également consulter chaque dispositif rattaché aux structures qui vont permettre à un moment donné d'avoir plus d'informations sur le dispositif. Donc ici, on voit que le dispositif porté par les apprentis d'Auteuil, c'est l'offre de repérage de remobilisation pour des jeunes qui ont entre 16 et 29 ans, donc y compris pour des mineurs, avec la possibilité d'entrer sortie permanente. Donc, je passe donc aux actions de diffusion de la carto. On va revenir sur le diaporama, oui. Donc effectivement, comme tu disais Maxime, c'est vrai que la cartographie, elle est là aussi vraiment pour montrer un peu les points essentiels, les points de raccrochage qui existent dans la région, mais pas seulement. Un autre point important, c'est de voir un peu là où il y a des manques, les trous dans la raquette, comme on dit si bien. L'objectif pour nous maintenant, et je pense que là Maxime va prendre la parole là-dessus, je t'en prie. Alors effectivement, donc la première étape, c'était l'identification des solutions. Cette cartographie, elle a un caractère inédit parce que pour le moment, la région Hauts-de-France est la seule région qui s'est dotée d'un outil qui est suffisamment exhaustif pour repérer des structures et des dispositifs pour les jeunes de moins de 30 ans. Donc, tous les dispositifs de remobilisation pour les jeunes de moins de 30 ans. Donc, on a cette première étape qui est terminée. Et, enfin, on continue à identifier des solutions, mais aujourd'hui, on souhaite passer à l'étape de la coordination des solutions de remédiation, la coordination des acteurs du repérage et de l'accompagnement tous ces dispositifs de remédiation. Donc, comme je vous ai expliqué, on a organisé un certain nombre d'actions. On a pu présenter la cartographie dans le cadre de comités de pilotage des PSAD, mais également de réunions de coordination qui ont été organisées par les chargés de mission sur l'ensemble du territoire, enfin, sur une partie du territoire plutôt. Donc, on a des actions qui ont eu lieu à Lille, Hénin-Beaumont, Lens, Abbeville, Roye, Montdidier, Crèvecœur, Le Grand, Clermont et Amiens. Donc, vous les voyez en le petit triangle bleu marine. Et il y a des actions qui vont avoir lieu au second semestre 2026, donc des petits triangles jaunes. Donc, on continue à déployer la cartographie, on continue à la faire connaître. Et d'ailleurs, si vous souhaitez mettre en place des réunions de coordination sur votre territoire, les chargés de mission sont bien sûr à votre disposition pour organiser ce type de réunion d'information. L'idée, c'est de pouvoir organiser une réunion qui va mettre en valeur donc, la structure du second cercle qui va nous accueillir. Donc, on propose en général qu'elle puisse présenter son dispositif, qu'elle puisse également faire une visite des locaux. Ensuite, on va présenter la cartographie des dispositifs de remédiation et on va vous laisser la parole sur éventuellement un certain nombre de modifications à faire sur la cartographie, mais on va également faire en sorte que chaque structure puisse être visible, qu'elle puisse prendre des contacts au niveau local, sur le territoire, s'acculturer aux différentes méthodes des acteurs de la remédiation, éventuellement mettre en avant un dispositif qui serait innovant, avec l'objectif d'essaimer les bonnes pratiques sur les territoires. On en profite également pour parler des appels à projets qui sont portés par la région. Et l'idée, donc, c'est de pouvoir faire connaître tous les dispositifs. Alors, si vous avez des questions, je vous propose d'y répondre.
En tout cas, merci Maxime pour toute cette présentation. Vous avez bien compris qu'en fait, l'objet doit être vivant, cette cartographie. Alors, quand on parle de coordination, ça a été bien précisé à l'instant, Maxime l'a dit, c'est d'être accueilli et de pouvoir réunir autour d'une table différents acteurs qui présentent leur dispositif. Et vous voyez que là, dans certaines rencontres qu'il y a eu, on est vraiment en interdépartemental. On ne s'arrête pas aux frontières de département, on est à la région. On fait pour toute la région, que ce soit Nord-Pas-de-Calais, Somme-et-Oise, on doit être vraiment transfrontalier, si je peux dire. Il n'y a pas de frontière entre nous, mais d'un département à l'autre, les fonctionnements sont différents, les partenaires sont différents. Le tout, c'est de se faire connaître, d'être ensemble autour d'une table, proposer ce que l'on fait. Un jeune peut habiter d'un côté d'une frontière d'un département et aller dans un établissement dans l'autre, etc. C'est relativement complexe. Il y a des cas comme ça un peu partout. Encore une fois, partageons, essaimons et essayons de travailler ensemble de manière tout à fait coordonnée. Maxime, un grand merci pour cette présentation. S'il y a des questions, on pourra peut-être y répondre. En tout cas, quelques petits mots pour finaliser tout ceci. Alors, rapidement, on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que c'est assez exhaustif. On a repris un peu l'ensemble. Vous avez vu l'ordre du jour aujourd'hui. On a parlé des PSAD, on a parlé des MLDS, on a parlé des missions locales, les CIO, DRAIO, côté région aussi. Les partenaires, on ne peut pas tous les citer, mais en tout cas, ils ont bien été précisés aujourd'hui. Quelques mots, 7000 jeunes en obligation de formation. Beaucoup sont dans ce cadre-là. Bon, quelques-uns, vous l'avez bien compris, malheureusement encore trop, sont un peu à côté de tout ceci. Des solutions sont à trouver. On a vu tout à l'heure les leviers possibles avec Alexandre et Aurore. On a aussi des collègues qui ont rappelé un peu l'objet du fonctionnement des CIO. C'était Rachel qui a parlé un petit peu de tout ça. Peut-être des mots importants, la coordination, gouvernance territoriale partagée, le partenariat. Et encore une fois, on est en région. Quel que soit le département, on doit essayer de travailler ensemble et c'est ce qui est fait de toute façon. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on peut mettre un poids d'angle là-dessus. Les échanges sont facilités. Un mot important est venu 3 fois, c'est la charte de confidentialité. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à mettre en place. Renforcer les liens entre tous les acteurs. Alexandre en a parlé tout à l'heure avec Aurore aussi. Bon, les jeunes sans solution, nouvel outil Rio qui arrive en fin d'année. Beaucoup de choses peuvent être mises en place. En tout cas, aujourd'hui, on a essayé avec ce premier webinaire de mettre à plat tous les partenaires ici autour de la table, je pense qu'on y est arrivé, que ce soit État, région, etc. Et surtout, vraiment les acteurs de terrain, leur fonctionnement, ils sont multiples. Tout à l'heure aussi, avec l'enquête qui a été mise en place et puis qui a été rapportée par Aurore et Alexandre, vous voyez bien qu'il y a différents fonctionnements. Rachel l'a rappelé aussi. Les territoires, il y a de l'urbain, il y a du rural, il y a de tout. Alors, l'essentiel, c'est qu'on puisse échanger, partager, communiquer dans les bonnes formes, bien évidemment, toujours au bénéfice des jeunes, de raccrocher ces jeunes, de les suivre, de les aider. Bon, il y a un tas de dispositifs qui sont mis en place. On l'a vu avec la cartographie là, de remédiation qui était proposée par Maxime. N'hésitez pas encore une fois à aller cliquer dessus. Vos retours sont importants. On veut faire vivre ces échanges-là. Les partenariats, quitte à région, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ça marche très très bien. Performons encore un peu plus. Essayons d'améliorer tout ce suivi pour les jeunes, pour qu'ils soient en formation, qu'ils trouvent leur voie, qu'ils puissent être bien orientés. Bon, prochaine orientation est là aussi, ça vous l'avez compris, la cartographie, on en a parlé. Il fallait bien que j'en parle un petit peu aussi, ça c'est évident. S'il y a des questions... Ouais, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main ou écrire dans le chat. On vous rappelle bien sûr qu'on n'est qu'aux premières étapes de ce cycle de webinaire, donc les prochains rendez-vous. Moi, je voulais quand même insister sur le fait que, comme vous êtes assez nombreux, ce qu'on cherche à faire, c'est évidemment, on l'a dit, bien renforcer l'IPSAD sur les territoires, bien replacer le réseau focal formation, qualification, emploi avec les responsables focales, qui est la réponse de l'éducation nationale à ces jeunes sans solution, bien mobiliser l'ensemble des partenaires, aller chercher d'autres partenaires et peut-être aller chercher encore d'autres solutions, parce que c'est ça qu'on cherche. C'est aussi aller chercher la solution qui va convenir aux jeunes qu'on n'a pas su, malgré tout ce qu'on met en place en amont, tenir jusqu'au bout pour aller vers un parcours de formation ou d'insertion, ou même voir l'insertion professionnelle. Donc, c'est ce qu'on a lancé ce matin. Effectivement, il y aura deux webinaires, donc on vous l'a dit, un en novembre, un en janvier. On vous relancera sur ce sujet avec notre guide ressources, le guide qui va être construit de bonnes pratiques aussi, que vous allez alimenter finalement. Donc, on compte sur vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est encore là pour y répondre, Pascal, Minche ou moi-même, ou nos collègues qui sont intervenus. Peut-être qu'on a été clair aussi. Oui, puis de toute façon, on les reprend dans une fois aux questions. On y répondra pour celles et ceux qui ont posé des questions. On a essayé d'y répondre sans aucun problème. Le webinaire, je rappelle, il est enregistré. Il sera en replay. Dès que le lien est prêt, on l'envoie à toutes celles et ceux qui sont inscrits aujourd'hui sans aucun problème. La fois aux questions vous sera envoyée aussi. S'il n'y a pas de questions, en tout cas,
Geneviève, merci beaucoup. Merci, Un Pascal. grand merci à tous les participants. Madame Merci à Manuel tous Martin, et à notre toutes. vice-présidente. Ouais, Monsieur je Serge suis Bouffange, qui Bouffange. est à nos côtés aussi aujourd'hui. Un grand merci à tous les participants. Et on sera heureux de vous retrouver pour un second webinaire pour travailler ensemble sur des échanges. Belle journée à tous. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Merci.